Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Lille. On joue à domicile, on va dire. Merci à vous d'être venu surtout. Oui, on n'a pas peur de se déplacer. Et ça fait quand même la différence avec bien des médias. Bah oui, il faut bien qu'on marque notre différence. Donc on est dans votre bureau de vice-présidente de l'Université de Lille. On y reviendra tout à l'heure. On va commencer par le commencement. Vous êtes né donc le 8 mars 72 dans le Val-de-Marne. C'est bon. Et vous êtes donc économiste, écrivaine aussi, et candidate à la primaire écologiste. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Autre précision, vous n'avez pas de mandat actuel. On reviendra tout à l'heure sur votre parcours politique. Vous vivez donc enfant entre Paris et La Rochelle. J'ai lu ça sur votre fiche Wikipédia. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux Si, j'ai vécu mes je dirais 7-8 premières années à Paris et après je suis allée à La Rochelle. Oui. Donc 9 peut-être, ouais. Enfin, le début de ma vie à Paris et vers 9 ans, mes parents ont déménagé à La Rochelle. Ensuite, direction pour vos études Lille, en 95 à peu près. Oui, voilà. Pourquoi vous avez choisi le Nord? Est-ce que c'était vraiment un choix ou est-ce que c'était parce que le parcours que vous avez suivi vous plaisait ou... C'était parce que j'avais été prise dans 3 formations différentes et que voilà, je connaissais pas Lille, j'y suis allée comme ça. La vie a fait que... Voilà. Oui, c'est ça, non, il n'y avait pas de motivation particulière à part la formation à l'université. Bon, par contre, il y a une motivation qu'on aimerait connaître, c'est pourquoi l'économie? Ou peut-être que vous ne saviez pas à l'époque pourquoi vous avez choisi l'économie. Pourquoi l'économie? Je sais pas trop en fait. Enfin si, je sais, mais j'ose pas le dire. Ah bah allez-y. Non. C'est si honteux que ça. Parce que c'était une des seules facs qu'il n'y avait pas à La Rochelle chez mes parents et je voulais partir de chez mes parents. Ceci dit, je regrette pas du tout parce que j'ai adoré l'économie. Ah mais c'est une raison, hein. Comme quoi les choix d'orientation, ouais. Je vous comprends. Bon, donc vous avez choisi l'économie. Ensuite, études, doctorat d'économie, ce qui est quand même pas rien. Non, ça m'a plu quand même l'économie. Oui, c'était un choix, oui, quand même. Oui. Vous l'avez pas choisi non plus. Mais c'était pas à La Rochelle, on a compris. Même si vous aimez La Rochelle, hein, on va pas... Mais j'adore La Rochelle, c'était juste que j'avais un petit besoin d'émancipation. C'est normal. Donc doctorat d'économie, avec félicitations. Vous vous souvenez du sujet de votre doctorat ou c'est une question piège? Analyse régulationniste de la rente environnementale. Bonne réponse. Vous connaissez, c'est bien. Et donc, depuis 2003, eh bien, vous faites de la recherche. Vous êtes professeur dans le domaine donc de l'économie toujours, mais avec plus une spécialisation sur la responsabilité sociale des entreprises, sur les inégalités sociales, c'est ça? Et l'environnement. Et l'environnement. Votre domaine d'études, c'est ça? Ou vous pouvez peut-être être plus complète que moi? C'est l'économie écologique, c'est-à-dire savoir ce qui va se passer et pourquoi. En fait, mon sujet de recherche, pour être très précise, c'est le rapport social à l'environnement et l'influence que ça a sur la constitution du profit des entreprises. Voilà, donc en fait, selon la manière dont on perçoit l'environnement, eh bien, les entreprises utilisent les ressources naturelles de manière différente. Et voilà, et ça m'a amené à travailler sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et en parallèle, j'ai mené des recherches sur la précarité, et notamment les emplois les plus précaires de la société. Voilà. Et en parallèle, vous avez aussi acquis des responsabilités administratives dans l'université, donc jusqu'à aujourd'hui, vous êtes vice-présidente. Justement, pourquoi cette volonté d'engagement au sein de l'université, pas simplement rester à votre place de professeur, entre guillemets? Alors, je sais pas trop répondre à cette question, mais juste parce que ça m'intéresse en fait. Mais avec quelle volonté derrière en fait de changer la vie des étudiants, puisque moi j'ai toujours été en charge de soit la vie étudiante, soit la vie universitaire. Donc l'idée c'est d'accompagner les étudiants et étudiantes les plus en difficulté, et puis aussi accompagner la vie étudiante, leur émancipation, etc. Et c'est pour ça que moi j'avais quitté La Rochelle, peut-être que c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Et en l'occurrence, je pense que depuis que j'occupe ces fonctions, il y a quand même pas mal de choses que j'ai faites, et notamment des réformes qui sont devenues nationales, comme sur la précarité étudiante. Je sais plus, je crois que c'était en 2008 ou 2009 où j'ai dénoncé les conditions de précarité des étudiants qui n'arrivaient pas à manger. Et ça a donné le 10e mois de bourse. Donc j'ai quand même gagné quelques batailles. Les protections périodiques gratuites, c'est ici que ça s'est fait la première fois. Et maintenant, dans quasiment toutes les universités, il y en a.
C'est vrai, c'est un combat qui a été... Enfin, c'est tout récent, cette année en plus, c'est la ministre qui l'avait annoncé. Et enfin, sur votre parcours universitaire, donc, j'ai noté qu'en 2019, vous n'avez pas réussi à prendre la direction de Sciences Po Lille. Oui. À cause, entre autres, selon vous, hein, de Gérald Darmanin, enfin en tout cas de Gérald Darmanin et d'Olivier Duhamel qui avaient des voix au Conseil, c'est ça, et voilà. Bon, on va pas y revenir, mais on en reparlera de Gérald Darmanin peut-être tout à l'heure, même si on est là pour vous. Mais en parallèle de tout ça, il y a quand même votre parcours politique, parce qu'on est là pour ça aussi, pour comprendre comment on devient candidate. Adhésion à Europe Écologie Les Verts en 2009. Et puis élu Il faut savoir que c'est Europe Écologie Les Verts qui était venu me chercher, hein. Notamment après la campagne que j'avais menée sur la précarité étudiante et le fameux 10e mois de bourse. Hein. Ils sont venus me chercher en me disant mais il faut vraiment au moment de la création du nouveau parti Oui, et puis surtout c'était les listes européennes où ils cherchaient des gens de la société civile pour venir sur les listes et ils sont venus me chercher à ce moment-là. J'avais dit non et puis au bout de 5 fois je crois où ils m'ont appelé, j'ai dit oui allez vous me mettez en fin de liste, c'est bon, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Et maintenant c'est moi qui les laisse plus tranquilles. Oui, mais attendez, parce que 2009, mais tout de suite, dès 2010, vice-présidente, enfin, vous vous présentez au régional, sur la liste, c'est un scrutin de liste, et vous êtes élue vice-présidente au conseil régional. Donc, finalement, l'engagement, ils sont peut-être venus vous chercher, mais vous y avez pris goût aussi rapidement. Oui, mais en fait, il s'est passé quelque chose tout de suite, c'est-à-dire que j'ai fait des débats où il n'était pas prévu que j'intervienne, ça s'est très bien passé, puis il y a une espèce de mayonnaise qui a pris, et voilà, en effet, j'ai fait de la politique assez vite, en fait. Ensuite, bon, les régionales, c'est une période un peu plus compliquée pour la gauche qui s'ouvre, du quinquennat Hollande, régional compliqué, mais vous restez quand même à Europe Écologie Les Verts, vous faites partie du bureau exécutif, et puis vous restez à la région donc jusqu'en 2016, pardon. Non, 2015, pardon. 2015, et la défaite donc dès le premier tour. Mais en 2016, il se passe quelque chose quand même de très important dans votre parcours, même majeur. C'est l'enquête de Libération et de France Inter. Mediapart et France Inter. Mediapart, pardon, et France Inter. Et donc de Mediapart et de France Inter, pardon, sur Denis Baupin, qui vous a agressé sexuellement, enfin c'est ce que vous avez, ce dont vous avez témoigné. Vous avez créé une association qui s'appelle Parler, à la suite de cela, et on en parle même comme de la première affaire MeToo. On est en 2016 à l'époque, et dès 2017, donc les affaires vont éclater. On va pas revenir évidemment sur tout ça, mais moi ce que j'ai envie de comprendre, c'est en quoi ça a marqué votre parcours, parce qu'après vous allez quitter Europe Écologie Les Verts. En quoi ça a marqué votre parcours politique, peut-être, cette affaire et ces révélations? Ça l'a changé de manière radicale. C'est-à-dire que déjà, je ne m'attendais pas, juste en dénonçant une agression sexuelle, à ce qui se passe, tout ce qui s'est passé derrière. Et c'était 6 mois, c'était près d'1 an avant MeToo. Donc on en parlait, on était dans le désert complet. Je dois dire qu'on en a parlé à 4. Au départ, c'était Annie Lameur, Hélène de Bost et Isabelle Attard qui parlaient avec moi. Et puis ça a tout changé parce que, pardon. Déjà, je me suis rendu compte de la violence que c'était de parler. Mais une violence hallucinante, incroyable, enfin une violence inouïe, inouïe. Et moi, on a été très mal toutes pendant cette période-là, en même temps heureusement, parce qu'on se soutenait beaucoup. Et puis, j'ai mis un genou à terre, je me suis arrêtée, et puis l'ambiance dans le parti n'était pas extraordinaire non plus, donc malgré le fait qu'ils soutenaient officiellement, il y avait des choses qui n'étaient pas si cool que ça. Et puis, j'ai arrêté, je suis partie, c'est moi qui suis partie du parti pour faire une pause. Au départ, j'en partais définitivement, j'ai créé l'association En Parler. Et puis, après, 3 ans après, je reviens, 4 ans après, je reviens, mais je reviens dans d'autres conditions. Et en fait, ce que ça m'a permis, cette pause, c'est déjà de militer tout à fait autrement. C'est-à-dire, j'ai rencontré énormément de femmes, et des milliers de femmes. Et ça m'a vraiment donné une autre vision de la politique et une autre manière de faire de la politique. Et puis, surtout, ça m'a dit que toutes ces femmes qui étaient victimes de violences, pour l'instant, la politique ne leur parlait pas, ne faisait rien pour elles, voilà. Et puis l'autre chose, c'est que ça m'a permis de déconstruire énormément de choses dans la manière dont moi-même je fonctionnais.
Parce que moi-même, j'étais victime de biais, etc. Et là, ça a été un tel bouleversement pour moi, un tel raz-de-marée dans ma vie, qu'en fait, ça m'a permis de déconstruire énormément de choses. Et je pense que je reviens à la politique de manière assez différente, en fait, de celle que j'étais avant. Vous parlez de violence, parce que nous, on aime bien aller chercher, vous savez, dans les archives de l'INA. Vous parlez de violence, je vais en parler tout de suite, parce que ça a aussi marqué votre parcours. Il y a eu un passage assez houleux quand vous avez fait la promotion de votre livre, dans l'émission de Laurent Ruquier. Quand vous avez vécu cette violence sur ce plateau, ça vous a pas démobilisé, ça vous a pas découragé de vous dire finalement, voilà, je me prends un torrent de violence. Est-ce que finalement je mériterais pas mieux d'être moins exposé? Parce que la politique expose forcément, on va en parler tout à l'heure, mais vous êtes extrêmement exposé, vous êtes extrêmement attaqué aujourd'hui, de toutes parts d'ailleurs. Donc voilà, vous avez quand même vécu une sacrée violence au moment de cette affaire en 2017. Oui. J'ai vécu une très grande violence à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Parce que pour me préserver, pour préserver ma famille, mes enfants aussi. Parce que j'étais pas toute seule dans cette affaire-là, évidemment. Mais la violence la plus forte, finalement, que j'ai reçue peut-être, ou peut-être parce que je m'étais déjà un peu reconstruite, que j'étais plus solide, etc., c'est quand il y a eu ce remaniement ministériel avec Gérald Darmanin à l'intérieur, chef de la police, après un mouvement MeToo, on disait on n'arrive pas à déposer plainte. Et mettre quelqu'un qui était accusé de viol, qu'il soit innocent ou coupable, c'est pas le sujet, mais quelqu'un d'accusé de viol à la tête de la police, ça a été mais vraiment une humiliation, une déflagration. Et donc je me suis dit, en fait, de toute façon, la violence, on l'a. Je veux dire, maintenant, quelque part, la violence, je la subis, donc autant y aller et autant moins prendre part à ce débat et faire en sorte que cette violence serve aussi à quelque chose et notamment à retourner un ordre social, quoi. Et c'est ce que je fais. Et donc nous en sommes là, Sandrine Rousseau. Vous êtes candidate aujourd'hui à la primaire des écologistes. Vous êtes revenue dans le parti, donc on l'a dit. Et on parle beaucoup de vous. Des combats, on en a parlé un petit peu, mais vous en avez eu. Vous êtes maman, mais est-ce que... Alors, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma question. Laissez-moi aller au bout de ma question. Non, mais je fais attention. Laissez-moi aller au bout de ma question. Est-ce que vous êtes mariée ? Oui. Combien de fois ? 2. 2 fois. Est-ce que vous savez où je veux en venir ? Non. Ou pas ? Non. Ça vous dit rien, un mariage en 2012 ? Ah si, Ici. C'était avant le mariage pour tous et voilà. Où j'ai fait un faux mariage avec une autre élue pour soutenir le mariage gay, lesbien, bien sûr. Voilà. C'était aussi pour dire, parce que finalement, ces questions-là, on les a occultées du débat public. Toutes ces questions dont vous parlez, dont vous avez fait pratiquement un thème central de votre campagne, l'agression sexuelle, la place des femmes dans la société, la place des homosexuels aussi. C'est des combats qui vous ont toujours animé, finalement. Ah oui, ça pour le coup je pense que c'est vraiment très constitutif de qui je suis. Mais moi j'ai l'habitude de dire, alors c'est un peu sous forme d'anecdote mais pas complètement, c'est que moi je suis née un 8 mars, jour international du droit des femmes, dans une famille où il n'y avait que des garçons. C'est-à-dire j'avais que des cousins, j'ai un frère, il n'y avait pas une fille sur ma génération, il y en a une qui est arrivée mais plus tard, et puis après il y a une femme trans aujourd'hui, mais je veux dire au départ j'étais la seule fille. Et en fait ça m'a énormément constitué cette affaire-là, c'est-à-dire que tous les 8 mars on me disait mais quelle chance, c'est vraiment bien, puis tous les autres jours de la semaine je me disais mais il y a quand même des petites différences de traitement qui me semblent pas complètement normales, donc je crois que Obélix dit dans Astérix qu'il est tombé dedans quand il était petit, je crois que moi je suis un peu tombée dedans à la naissance en fait. Alors justement, ces combats vous placent aussi au centre de beaucoup d'attaques. Libération dit que vos adversaires vous placent au Wokistan. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai même pas vu ça, moi. C'est dans le portrait qu'ils ont fait, enfin dans les petits portraits qu'ils ont fait. Donc vous êtes, enfin c'est pas eux évidemment qui vous placent, c'est vos adversaires qui vous placent au Wokistan. On parle beaucoup de vous sur les réseaux, dans les médias, pas forcément toujours en bien. Est-ce que dans cette campagne que vous menez, le but c'est de vous faire entendre ou de porter vos idées ?
Ah non, c'est de porter mes idées. Mais précisément parce que ces idées ne sont pas dans mainstream, précisément parce que ces idées, même je pense, n'ont jamais été réellement portées dans le champ politique, eh bien elles suscitent la réaction. Mais quand on parle de wokisme, woke ça veut dire éveiller. Et éveiller aux injustices sociales et éveiller aux injustices raciales. Bah oui, il faut l'être. Enfin, il faut l'être. Et donc, ce que ça dit quand même de la politique française, c'est qu'elle est très sclérosée et que finalement, elle est très, même j'ai envie de dire, embourbée dans une espèce de logiciel qui date d'il y a 20 ans, 30 ans. Et j'ai l'impression que ça s'explique aussi comme ça, la séparation entre le vote, où il n'y a plus que 30% des personnes qui votent, donc la classe politique et toute la société, parce qu'il n'y a plus de confiance entre cette société et les représentants politiques. Et moi, je pense être quand même un peu plus en phase avec la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est incompréhensible, mais tant mieux quelque part pour moi, mais c'est incompréhensible que dans le paysage politique français, il n'y ait pas davantage de personnes qui portent les mêmes idées que moi, hein. Mais justement, vous parlez de la société. Les idées que vous portez, elles sont populaires, ou en tout cas, elles ont été popularisées dans des milieux qui sont plutôt favorisés, mais qui sont peut-être pas la majorité des Français. Vous voyez, évidemment, si on va... nous, on a interrogé, on en a parlé, évidemment, mais quand on va à la Sorbonne, c'est plus facile de parler, ou quand on va ici à l'Université de Lille, de parler de ces sujets-là. Mais après, si vous gagnez, vous avez une campagne qui vous attend. Oui, mais quand vous dites les milieux favorisés, mais si vous allez dans les quartiers, on comprend très bien de quoi je parle. Hein. Quand vous allez dans les milieux LGBT, on comprend très bien de quoi je parle. Moi, j'ai l'habitude de dire que si à la présidentielle votent pour moi les femmes, les personnes LGBTQ, les personnes racisées, moi, je pense que ça fait à peu près 70% de la population, c'est tranquille. Hein. Ah, c'est ce que vous pensez ? Ben, c'est tranquille. Mais, évidemment. Il y a des personnes qui ont subi des discriminations en France, je pense qu'à la fin, si on compte, on est à peu près à 70%. Donc, moi, je vois pas au nom de quoi j'aurais à minimiser mon discours au titre d'une majorité. Je pense qu'au contraire, la majorité, elle est de mon côté. Simplement, aujourd'hui, elle a choisi un mode d'expression qui est plutôt de renoncer à la politique et de tourner le dos à la politique. Mais je pense que ça n'est que temporaire. D'autre part, si vous si vous êtes élu, si vous êtes choisi par les militants, vous allez aussi avoir de toutes parts de la concurrence, à gauche comme encore plus à gauche. On vous dit proche des insoumis, en tout cas c'est ce qui ressort. Est-ce que vous l'êtes déjà? Et puis, quel est votre positionnement par rapport à tout ça? C'est-à-dire que vous dites, bah moi j'irai quoi qu'il arrive. Mais moi j'irai, et je porterai mes idées jusqu'au bout. Et après, qui même me suivent, qui même viennent avec moi. Et puis on verra après, en février-mars, ce qui se passe. Mais moi j'irai, de toute façon j'irai. J'irai parce que ce que je porte est important. Et ce que je porte ne peut pas s'effacer derrière autre chose en fait. Donc j'irai. J'irai et je pense, et je m'adresse sans doute aux personnes qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur en fait de venir avec moi, parce que oui, cette campagne, elle a un côté un peu violent au début, mais justement, c'est aussi à chaque jour où on tient, chaque jour où on avance, c'est des jours où on fait avancer ces idées-là aussi, et où on fait avancer l'idée que les discriminations en France, c'est pas un petit sujet, où on fait avancer l'idée qu'on peut pas faire de transformation écologique si on n'a pas ça en tête, parce que si vous faites une transition écologique et que vous n'avez pas les questions des discriminations à l'esprit, eh bien en fait vous faites une transition écologique qui favorise déjà les plus favorisés. Et ça, on peut pas se permettre ça aujourd'hui. Mais de là à en faire un sujet central, je vous dis ça parce que il semblerait que les thèmes qui soient ressortis pour l'instant ne soient pas les vôtres, ça c'est sûr, soient plutôt dictés par la droite. Hier, je vais vous dire quelque chose. Hier, chez les Républicains, on a dit... Faut pas aller chez les Républicains. Non, mais faut aller chez tout le monde. Ouais. Oui, pas ceux qui en regardent peut-être pour vous, mais nous, on doit y aller et on y va. On a entendu dire par le vice-président Damien Abad, on a gagné la bataille idéologique. Mais je pense qu'ils ont raison. Et donc, bah oui, mais alors s'ils ont raison, les thèmes
qui vont être imposées, qui vont être dictées, ça va être du travail, ça va être de l'économie. Précisément, il faut pas les laisser. Ça va être de l'emploi et de la sécurité. Non, mais c'est ça le truc. Mais c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant ça, parce que c'est la première fois que je l'entends. Et pour moi, c'est l'analyse que je fais de la situation, c'est que oui, aujourd'hui, la droite et l'extrême droite ont gagné une forme de bataille culturelle. Et c'est pour ça que la gauche est si basse, et l'écologie est si basse. Mais là, c'est précisément la bataille que je mène. C'est la bataille culturelle, la bataille des idées, la bataille de fond, la bataille des valeurs que l'on porte. Et en fait, c'est aussi ça qui déclenche la haine en face, ou qui déclenche tout ce qu'on peut voir de critiques et voir vraiment de violence, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils savent que je touche au cœur. C'est-à-dire que oui, je ne vais pas vous parler d'une micro-mesure versus une autre micro-mesure. Je vous parle des valeurs que l'on porte. Et ces valeurs-là sont essentielles parce que c'est à l'aune de ces valeurs-là qu'on va faire de la politique. Et ben oui, je perturbe un peu l'ordre établi, tant mieux. Encore une petite question quand même là-dessus. Ce matin, c'était le HuffPost qui s'interrogeait sur le fait que est-ce que vous êtes un poids ou une chance pour Europe Écologie Les Verts ? Ils ont conclu quoi ? Les deux, on va dire. Et je veux en venir à ça. Je veux en venir à ça parce qu'on a beaucoup parlé de vous, je l'ai dit tout à l'heure, mais pas forcément, souvent très bien. Alors, certes, il y avait eu, effectivement, sur certains points, par exemple, dernièrement, sur les Afghans, une partie qui a été reprise, enfin, qui a été extraite du débat. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, alors oui, le début de campagne est très compliqué, mais de se laisser embourber là-dedans, justement dans un climat qui serait à droite, emmarqué par CNews et tous ces médias-là, et que vous puissiez pas en sortir. Vous avez vu, bon, vous êtes sorti de l'interview d'Europe 1, c'est déjà ça. Mais vous avez vu, ça a été compliqué quand même quand vous êtes allé sur Europe 1. Mais je vais vous dire, la primaire va être un moyen de tester ça. C'est-à-dire combien de personnes sont prêtes à se mobiliser pour vraiment renverser la table en politique. Et moi, je sens, peut-être que je me trompe, on verra ça dans 2 semaines, mais je sens qu'au contraire, cette table, elle est portée par des millions de mains, quoi. Et je sens que derrière ma candidature est en train de se lever quelque chose de l'ordre de « on ne veut plus être dominé ». Et en fait, ce mot-là qui n'est jamais dit dans la société, et particulièrement jamais dans le monde politique, mais on ne veut plus être dominé. Enfin, en tous les cas, moi, en tant que femme, je ne veux plus être dominée. Et je pense que cette phrase-là, eh bien, beaucoup de personnes peuvent le dire aujourd'hui. Et c'est ça que je propose, moi, comme offre politique, c'est de dire « mais venez, on prend la table ensemble et puis on la renverse ». Et puis j'ai une petite question encore sur... Et puis après on passera à nos questions directes. Et je veux pas qu'on m'impose une transformation écologique aussi. Ouais. Et c'est en ça que c'est-à-dire qu'on vous impose... Je veux pas qu'on m'impose parce que... je veux pas que... Parce que les Gilets jaunes, on dit toujours ils étaient contre la taxe diesel, mais ils étaient surtout contre une taxe qui leur a été imposée sans aucun débat. Moi je veux pas qu'on m'impose la transformation écologique. Je veux qu'on la fasse ensemble. Je veux pas qu'on me l'impose. Et c'est dans ça que je veux pas être dominée aussi. C'est-à-dire je veux pas être dominée économiquement et je veux pas être dominée écologiquement. Voilà. Et alors, dans ces cas-là, on s'organise pour faire en sorte que cette transformation écologique qui est indispensable, qui doit être radicale, on la fasse ensemble. C'est encore une particularité dans une campagne, vous êtes une candidate, et donc vous êtes une femme, ce qui n'est pas encore très répandu. Est-ce que... J'ai 2 questions, on va essayer d'en mettre dans une seule. Est-ce que d'abord, vous pensez vraiment que la France a la capacité d'avoir une femme présidente ? Parce qu'on a vu qu'encore aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas longtemps, en 2016, on était certes avant MeToo, mais Hillary Clinton a été freinée en partie parce que c'était une femme aussi. Qu'en Allemagne... Elle a quand même gagné le plus grand nombre de voix. Oui, oui. Elle a eu le plus grand nombre de voix. On en a parlé aussi. Oui, mais sur le papier, oui, mais elle a perdu. Oui, mais majoritaire. Elle avait gagné. Elle était majoritaire Vous avez raison. Dans la population. Oui. Vous avez raison. Mais voilà, en Allemagne, certes c'est une chancelière, mais peut-être plus pour très longtemps. Est-ce que déjà, donc vous pensez que la France peut avoir une femme présidente ? Et puis, est-ce que il vaut mieux être une femme ou un écologiste ? C'est un peu compliqué comme question. Ce que je veux vous dire, c'est, voilà, alors pas Marine Le Pen, je sais, mais il y a d'autres femmes, il y a Anne Hidalgo, il y a Valérie Pécresse, qui disent tous, une femme doit être présidente. Est-ce que c'est la technique du moindre mal ? Surtout, je crois que la question, ça se pose pas tant en étant une femme ou un homme. Ça se pose en cassant les codes de la politique tels qu'ils sont faits actuellement et la structure du pouvoir telle qu'elle est organisée actuellement. Et moi, quelque part, par ce que j'incarne, par ce que j'ai porté comme combat, je casse cette structure du pouvoir et les codes du pouvoir. Mais même physiquement, je veux dire, Peut-être pas 1m80. Je fais pas 1m80, j'ai les cheveux blancs, j'ai dit que j'avais été agressée sexuellement et tout le monde m'a vu pleurer à la télé. Donc je dis, il n'y a pas pire.
C'est vrai. Si, encore, j'aurais pu avoir encore quelques autres attributs qui cassaient encore plus les codes, mais bon, pour l'instant, je veux dire, je casse à peu près, je casse en tous les cas beaucoup de codes. Et c'est aussi pour ça que le système se rebelle. Mais je crois que, de toute façon, faut y aller, là. Faut y aller franchement. Et quitte à y aller, cassons tous les codes en même temps. Et être une femme ou un homme noir, à la limite, peu importe, du moment qu'on n'est pas dans une forme de reproduction politique telle qu'on l'a connue ces dernières années et ces dernières décennies. Il est temps de venir à nos questions directes. Concrètement, voilà ce qui se passerait demain avec Sandrine Rousseau, présidente. Demain, vous arrivez à l'Élysée, on fait quoi en premier ? Le revenu d'existence. Le revenu d'existence à 850 € pour tout le monde des 18 ans. Mais parce que je pense que c'est la première... en fait, l'idée, c'est de sécuriser la société, de leur dire, regardez, on va vous sécuriser vos parcours, on va sécuriser vos vies. Donc voilà, vous avez 850 €, c'est pas le RSA. Et pour les jeunes, vous avez un vrai revenu, 850 €. Et après, par contre, il faut accepter les transformations écologiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut accepter un prix du carbone, il faut accepter... Mais par contre, d'abord, on fait 850 €. Et c'est absolument essentiel à mes yeux. Quel avenir vous voulez proposer à notre génération, à ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, à vos enfants aussi quel avenir vous leur voyez à travers des mesures concrètes ou à travers même la philosophie que vous avez pour la nouvelle génération ? Déjà, je veux leur assurer un avenir. Après, c'est à vous de choisir. Après, ce sera à vous de faire vos choix et d'organiser votre société. Moi, la responsabilité de ma génération à moi, c'est juste de vous laisser la possibilité de le faire. Et pour ça, on doit prendre des mesures drastiques aujourd'hui. Et voilà, après, moi, vous ferez ce que vous voudrez de la planète et de l'ordre social et du contrat social. C'est à vous, c'est entre vos mains. Et moi, je ne vais pas faire de la politique jusqu'à 80 ans, donc il va falloir que vous vous engagiez à un moment. En tout cas, moi, ma responsabilité de la génération du dessus, c'est juste de dire, voilà, on vous a laissé les clés, on a nettoyé un peu les choses avant de partir, on a essayé, on a vraiment changé les choses pour que vous puissiez vous-même vous prendre possession des lieux et faire en sorte que vous décidiez de votre avenir. Après, pour dire vrai, j'ai pas beaucoup plus confiance dans votre génération que dans la nôtre. En vrai, je crois qu'il y a autant d'imbéciles d'un côté que de l'autre. Voilà, je crois que c'est pas une question d'âge. Mais par contre, ma responsabilité à moi, c'est vraiment de vous donner la possibilité de choisir. Et puis après, vous ferez des mauvais choix comme tout le monde et vous en ferez des bons. Et ce sera bien. Et puis enfin, on termine. On a quelques questions, vous savez, tirées du questionnaire de Proust. Vous connaissez Bon, il y en a quelques-unes, 4-5, certaines étonnantes. Ce que vous appréciez chez vos amis? Qu'est-ce que j'apprécie chez mes amis? Peut-être vos candidats, vos amis, s'ils sont vos candidats, qu'ils arrivent à me distraire en ce moment, parce qu'il faut quand même être sacrément fort pour réussir à me distraire en ce moment et me faire évacuer, me changer les idées sur la politique. Donc voilà, merci mes amis là-dessus. Votre Panthéon, demain, si vous pouviez mettre une personnalité au Panthéon, ça serait qui? En France? Oui, en France. Ou alors, ça peut être votre Panthéon aussi personnel, si vous n'avez pas d'idée comme ça qui vous vient. Après, c'est un panthéon qui est un peu classique. Mais enfin, moi, je vais dériver. Moi, il y a une femme dont j'admire vraiment beaucoup les écrits, qui s'appelle Vandana Shiva, qui est une femme indienne et qui est une des prêtresses et maîtresses de l'écoféminisme, et qui décrit les rapports sociaux de genre, les rapports sociaux dans la société et les rapports sociaux du nord vers le sud. Et vraiment, cette femme est extraordinaire. Donc, elle est indienne. Je ne sais pas si on peut la mettre dans notre panthéon à nous, mais enfin, on peut faire une annexe du panthéon, peut-être juste pour elle. Pourquoi pas. Sandrine Rousseau, la réforme ou la loi que vous admirez? La loi qui autorise les femmes à prendre une contraception, c'est la loi Neuwirth, parce que ça a quand même été un petit facteur avant la loi Veil. Ouais. Avant la loi Veil, oui. Et ça a été un petit facteur de libération sexuelle pour les femmes. Et les hommes. Ouais. Qui n'ont pas abandonné leurs enfants à l'âgement. Votre musique qui vous accompagne pendant la campagne ou... I Will Survive. C'est le ton, hein. Non, mais c'est tout à fait l'idée. Votre occupation favorite, justement, pour vous sortir de toute cette campagne, cette torpeur?
déjà, j'en ai plus beaucoup là, puis en plus, on est dans les 2 dernières semaines de la primaire, donc je suis très prise. Répondre aux journalistes maintenant. Pour me sortir, là, il va y avoir des marrons et moi, j'adore aller. Oui, non, mais j'adore ça depuis toute petite, aller chercher des marrons et admirer la beauté de ces marrons et les tenir dans mes mains. Donc voilà, je crois que je vais aller faire ça là. Et puis enfin, votre rêve. Mon rêve ? Ouais. Une fois présidente de la République, changer le monde. Et puis j'ai une dernière question. Je peux pas m'empêcher de pas vous la poser. Parce que franchement, ça, je pense qu'on peut pas la poser à beaucoup de monde. Donc, est-ce que vous allez me jeter un sort, Sandrine Rousseau ? Vous en voulez ? Si vous voulez. Je me transforme en crapaud. Allez, yes. Allez, merci d'avoir répondu.